Pourquoi est-ce que parfois on a besoin de se surinvestir dans notre travail? Pourquoi est-ce que parfois ce surinvestissement peut nous mener au burn-out, peut parfois nous mener à avoir des conséquences physiques ou psychiques graves, importantes, impactantes sur notre santé? Mais pourquoi aussi l'investissement dans un travail peut nous donner du sens, un projet et aussi parfois beaucoup de bonheur? Aujourd'hui, nous discutons avec Laurita, que vous connaissez bien, prof de yoga et l'auteur du livre magnifique Histoire du Mahabharata, de ça justement, cet investissement, comment peut-être trouver son équilibre, en tout cas tendre vers un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Bienvenue dans Yoga is Alive podcast. Je suis Isa et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Avant de plonger dans l'écoute, n'oubliez pas de vous abonner. D'avance, un grand merci. C'est donc Laura que je suis ravie de retrouver aujourd'hui pour vous parler du coup de notre vision du travail, du certain équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie perso et parfois ce que peut donner la gestion d'un surinvestissement professionnel. Alors avant de nous lancer dans le vif du sujet, Laura, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Bonjour à tous et à toutes ravie d'être de retour. J'ai l'impression que ça faisait très longtemps que j'étais pas dans ce cadre, en train de parler avec toi, donc merci pour l'invitation. Ben c'est toujours un plaisir, comme je le dis, toujours cet espace, c'est aussi un petit peu le tien et c'est toujours trop chouette et en effet, ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé ensemble. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui et on avait envie, pour un peu placer, on va dire, le thème de ce podcast, de vous parler un petit peu de nous, de nos vies, pour que vous ayez aussi une idée de comment est-ce qu'on a pu parfois se surinvestir dans notre travail, quelles leçons on en a retirées et quelles sont aussi nos perspectives. Donc, est-ce que Laura, tu veux bien commencer à nous expliquer un petit peu ton parcours, professionnel? En tout cas, comment est-ce que toi, tu t'es investie dans le monde professionnel? Allez, je me lance, je me lance. Du coup, je pense que pour commencer, je dirais que j'ai un parcours très classique. Ça, tu sais, comme les interviews, c'est toujours comme ça, mais non, mais c'est vrai, en fait. Prépa, grande école, et cetera. J'ai travaillé dans un premier grand groupe français, enfin, mais plus oui, mais avec une portée internationale quand même, pendant 7 ans, il me semble. Alors avec le temps, il faut savoir que j'ai pas forcément de de notion des fois, donc si je dis 1 ou 2 années de plus, de moins, ne m'en veuillez pas et ne m'en voulez pas, pardon. Et voilà, donc grand groupe, différents postes, de l'opérationnel au commercial. Et après, j'ai décidé de tout quitter le monde corporate pour devenir une professeure, de yoga à temps plein, être à mon compte, donc entrepreneuse aussi. Et c'est dans ce cadre qu'on se connaît, pour la plupart des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et puis après des voyages au Japon, petite escale au Japon de quelques mois, on a fait du vin et cetera, c'était génial. On a décidé de rentrer au Mexique, de venir, ici, au début c'était 6 mois, hein, maintenant ça fait 1 an et demi que je suis là. Et hem et alors, quand il a fallu, faire, le choix sur: «OK, qu'est-ce qu'on fait au Mexique?» et cetera, je me suis dit: «Est-ce que je tenterais pas l'aventure à nouveau de l'entreprise? Est-ce que je verrais pas comment ça se passe?» et cetera. Donc je travaillais dans une start-up, une dynamique complètement différente à l'expérience, en entreprise que j'avais avant. Déjà, d'une part, je pense la culture, latino-américaine, parce qu'en plus c'était une start-up, qui était gérée par des Colombiens, avec des opérations au Mexique, avec la vie des startups. C'est une startup qui a souffert une série de layoffs, une série comment on dit? De licenciement. De licenciements, merci. Ils ont fermé leur opération au Mexique et donc voilà, il a fallu à nouveau trouver un nouveau travail. Et aujourd'hui, je suis dans le milieu associatif, un peu particulier. Alors je travaille pour une entreprise, pour une association, une fondation qui s'appelle Tent Partnership for Refugees, qui est en France aussi, et qui aide les entreprises, le secteur privé, à créer des programmes pour, embaucher,
mentorer ou alors donner des formations pour des réfugiés, ici en particulier au Mexique, aussi pour des migrants. Donc vraiment, le jour, la nuit, voilà. Et c'est vrai que c'est vrai que cette discussion qu'on a en ce moment, c'est un peu la suite des discussions qu'on a eues en privé, où on se racontait un peu bah, nos vies professionnelles, on a navigué. En plus, c'était assez intéressant parce que quand on était en train de changer, bah, quand moi j'étais en train de changer, toi aussi t'étais en train de changer. Et en fait, alors je pense que deux petits trucs avant de placer le contexte ou de vous donner un peu mon ressenti sur cette surinvestissement et le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, je sais que moi, quand je parle de tout ce que je vais vous parler, voilà, et je vais vous donner mon avis, ça va toujours être à travers mon filtre. C'est toujours en sachant et vraiment en ayant conscience que tout ce que je vous dis, ça vient d'un endroit relativement privilégié. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le besoin de travailler dans le sens où si je ne travaille pas demain, je ne sais pas comment je vais payer ma facture, mon loyer, ma nourriture. Et maintenant que justement je travaille dans ce contexte migratoire, je le vois, on, on est en train de, on vit dans un monde où voilà, les règles des vies sont telles que bah, si on veut faire partie de la société, il faut gagner de l'argent. Donc, je sais que c'est un endroit très, très privilégié. Non. Et il y a beaucoup de personnes, et je le sais, qui ne comptent pas avec un système de soutien, même comme il peut y en avoir en France, mais même en France, il y a voilà, des cas où il y aura des périodes d'instabilité et peut-être que la question du surinvestissement au travail, de l'équilibre vie perso-vie pro n'existe pas. Je pars aussi du principe que on n'est pas des êtres statiques, mais plutôt des êtres changeants. Et la place et cet équilibre, justement, comme tu le disais très bien, c'est relatif. C'est quelque chose qui va changer. Il y a des étapes de vie et les définitions peuvent changer aussi. Mais justement, quand tu m'as invité à parler de ça, je me suis dit, il faut vraiment définir qu'est-ce qu'on entend par vie perso, qu'est-ce qu'on entend par vie pro, qu'est-ce qu'on entend même par équilibre. Et pour la vie perso, bah, il y a évidemment la vie en famille, il y a évidemment la vie avec ses êtres proches, mais il faut pas oublier la vie intérieure. Et je pense que ça va être important. Et évidemment, pour la vie pro, avoir aussi en compte qu'on fait partie d'une génération où les règles du jeu changent et la place n'est pas la même. Et dans tous les cas, et désolée pour cette introduction un petit peu longue, je me suis rendu compte que ce qui est intéressant, c'est que quel que soit, et je sais que je me contredis un petit peu parce que je viens de vous dire qu'on est des êtres changeants, mais il y a quand même une constante chez moi, c'est-à-dire que je sois dans un milieu en entreprise, grand groupe, en France, dans une culture française, que je sois dans une start-up, en train de travailler avec des personnes plus jeunes que moi, que je sois à mon compte, avec des revenus pas stables tout le temps, et ou que je sois ici dans un milieu associatif, mais aussi, enfin voilà. En fait, je me rends compte que si je n'ai pas énormément de travail. Alors ça, c'est un grand constat que j'ai fait quand j'ai parlé avec toi. Si j'ai pas énormément de travail, je ne me sens pas productif. Et ça, c'est quelque chose qu'au début, je voulais pas admettre, surtout après être une prof de yoga où je parle de plein de choses. C'était un peu dur, c'est une pilule un peu dure à avaler. Mais aussi, si je m'ennuie, je me sens un peu perdue. Et ça, c'est super intéressant parce que je pense que d'une part, ça parle, je dirais, évidemment, il y a un certain, j'ai pas envie de dire formatage, mais peut-être une éducation, une culture, où la productivité est évidemment très importante, mais où je me dis aussi que, en fait, moi, mon travail, c'est un endroit pour me stimuler intellectuellement. C'est un endroit où j'ai un cadre, et quand j'ai un cadre, je m'amuse. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà les 2-3 petits conseils que j'ai eus et qui sont parfois un petit peu contradictoires, mais que justement on va décortiquer peu à peu. Donc voilà. Et toi, Isa? Bah, attends, moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Quand tu dis, ça a été un peu difficile de faire ce constat, que finalement quand tu as pas beaucoup de travail, bah, ça va moins bien. Pourquoi est-ce que c'est inconfortable? Parce que, enfin, c'était inconfortable. Ça revient un peu à pourquoi j'ai Mmh. commencé à faire du yoga finalement. Et c'est-à-dire que le
calme, ou les périodes de calme, ou le silence, ou l'immobilité n'est pas naturel chez moi. C'est Ouais. ça, c'est ce que tu dis, c'est vraiment inconfortable donc et ça se voit en fait au travail. Je J'aime bien avoir une journée qui est bien remplie, j'aime bien, et je pense que quand on avait parlé, je t'avais parlé de Montaigne, mais en fait non, c'était Kant, évidemment c'était Kant, le philosophe qui avait une super routine, qui adorait enfin pour lui la quintessence du bonheur, c'était, à la fin de la journée quand tu as fait du bon travail, le repos, c'est, délicieux et moi j'ai vraiment ça. En fait, j'ai et je dirais pas que je pense pas être à ce point-là dans ces dynamiques intérieures, mais c'est vrai que quand on a bien fait les choses, quand on a une journée active, à la fin de la journée, ce petit ce repos, tu sens que tu l'as bien mérité et je sais très bien que j'utilise ce mot parce que ça devrait pas être le cas et le yoga m'a tout de suite mis à enfin, en face du fait que, bah non, le repos, ça ne se mérite pas. Le repos, ça fait partie de la vie aussi. Et on peut être reposé quand on est fatigué, tout simplement. On peut avoir du repos parce qu'on veut avoir du repos, parce qu'on veut avoir des périodes où il y a de l'immobilité. Mais voilà, voilà, et c'est ce que je te dis. Je pense évidemment il y a de l'éducation là-dedans. Il y a sûrement des façons de réfléchir qui sont très en lien avec notre société actuelle. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un travail un peu comme à l'école, j'aimais bien l'école parce que j'avais un cadre Ouais. et qu'on me disait quoi faire et que j'étais contente. J'étais vraiment, ouais, je sais pas, ça me remplit énormément. Mais je pense que tu me touches du doigt quelque chose quand tu dis aussi, ça s'inscrit dans une, culture ou dans une société. Moi, ça me fait toujours penser à, une amie une amie qui était fille, d'artisan, tu sais, de commerçants. Donc en fait, elle avait toujours vu ses parents, bah, beaucoup travailler. Je crois qu'ils avaient une petite, boucherie-charcuterie, donc on sait que c'est des métiers où tu comptes pas tes heures, tu travailles les jours fériés, tu travailles, les à Noël et cetera. Ça peut parfois être, intense, enfin c'est vraiment un boulot aussi que tu fais beaucoup avec les mains, un petit peu avec la tête aussi par C'est ce rapport que à la j'allais te compta dire, et c'est oui, très voilà. physique aussi. C'est très physique, mais tu as quand même toute la partie compta, gestion, organisation et cetera, gestion du personnel, donc c'est très, très complet et c'est très, visible comme travail. Dire que tu passes, à 8:00, bah, tu vois déjà que toi, ta petite boutique, elle est déjà ouverte et quand tu passes à 20:00, elle est toujours ouverte et il y a parfois pas eu beaucoup de pauses, tu vois, entre midi et 2. Et en fait, on avait cette discussion parce qu'elle voyait, notre, prof de yoga qui disait: «Bon, je vais travailler cet après-midi» et c'est vrai qu'elle prenait son PC, elle se posait, dans le petit jardin avec un petit thé et elle travaillait et après elle nous disait: «Bah, ouais, voilà, vous voyez, à tout». Elle expliquait finalement l'envers aussi du décor, d'être une prof de yoga qui organise, des formations et cetera et ma copine m'avait dit: «Mais pour moi, en fait, c'est pas du boulot». Enfin, quand je la vois avec son petit PC comme ça, mais parce qu'en fait, la représentation du travail et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais en fait, je me suis dit: «Mais oui, mais la représentation du travail est très différente». Parce que finalement, bah, c'est un peu aussi ce qu'on a comment dire? Entre, bah, les travailleurs, vraiment, tout ce qui va être très physique et les autres qui vont être beaucoup plus, entre guillemets «intellectuels» ou en tout cas dans des bureaux ou des boulots administratifs, où finalement parfois il y a une incompréhension entre les 2 mondes parce que les enjeux sont pas pareils et parce que dans un cas, on a l'impression, entre guillemets, que c'est plus du «un vrai travail» et très souvent c'est des vies de labeur, en fait et je trouve que ça, parfois, en fait, il y a aussi cette image où finalement une journée productive, c'est une journée où on a bossé, je sais pas, par exemple de 7:00 à 21:00. Alors que parfois une journée productive, ça peut être une journée où on a bossé que 4 heures. Mais c'est hyper difficile, je trouve. Non, mais c'est exactement ça et bah, on en parlait. Alors Stéphane, il a ce type de travail et c'est vrai que moi, je suis plutôt de ce côté-là, en fait. Mmh. Même en étant prof de yoga, j'étais souvent devant mon ordi parce que j'étais en train de préparer le cours ou préparer le podcast ou préparer le livre, enfin, peu importe. Donc je suis très consciente que même en ayant un travail et c'est marrant comment nos natures aussi nous amènent, même en ayant un travail qui est a priori physique, parce que tu bouges, parce que voilà, tu donnes des cours et cetera. J'étais souvent devant mon ordi et
je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Ça serait pas c'est bizarre comme travail». Stéphane, il fait partie justement de ces personnes, mais en ce moment, c'est intéressant parce que j'ai un dans la mission que je fais en ce moment, c'est intéressant de voir que je peux faire beaucoup de choses en très peu de temps et je suis et ça et passer de ce rythme de start-up où justement j'étais de 8 heures à 8 heures et c'était très intense et tout allait super vite à aujourd'hui, sérieusement, je bosse pas beaucoup dans la journée dans le sens heure, nombre d'heures, enfin et encore une fois, hein, j'utilise ces mots de pas beaucoup, mais je fais beaucoup de choses en fait. Enfin, je bosse pas beaucoup pour, quelqu'un d'autre qui serait dans une start-up, mais en fait, je me rends compte que je fais beaucoup de choses et que bon voilà et c'est un peu apprendre à faire ça et à accepter, bah oui, que la productivité ou je ne sais pas, le finalement le résultat ne sera pas le même. Je sais pas comment dire, je sais pas si je m'explique. Si, mais je trouve que c'est super, comment dire? C'est très pertinent ce que tu dis et moi ça me fait toujours penser à il y avait 2 personnes que j'avais rencontrées, dans des voyages, tu sais, dans les avions. En fait, souvent tu parles, souvent quand tu prends l'avion, si tu es tout seul et donc il y avait un monsieur qui lui travaillait pour une boîte, c'est une boîte qui fait les petites pièces pour les voitures. En fait, c'était un truc très précis, des toutes petites pièces et donc en fait, il bossait en gros avec, 3 pays donc, France, hem je sais plus, en France, pas Espagne, non, France, Allemagne et Japon. Tu vois? C'était vraiment les 3 et c'est hyper marrant parce que pour le coup, on est mine de rien sur 3 façons de penser très différentes et il disait en France, ce qui l'agaçait, c'est que les gens vont choisir la solution en mode, «Bah, allez, on essaie quand même de faire des économies». Alors qu'en fait, on sait très bien que ça va pas tenir mais le truc, voilà, qui va nous permettre de passer plus de temps sur d'autres choses, parfois peut-être un peu plus esthétiques ou quoi, alors qu'en fait sur la côté technique, bah, en fait on n'est pas bon les gars, mais voilà, si ça passe, bon sur un malentendu on est content. En Allemagne, en fait, ils vont dire: «Bon, on veut pas que ça nous prenne trop de temps, on veut pas que ça nous coûte trop cher non plus, mais on veut pas viser la perfection. Donc en fait, on va choisir la solution la plus pragmatique possible». Vraiment, tu sais, le côté très cliché, en fait, des Allemands, où on dit: «C'est pragmatique» et cetera, bah, ouais, c'est vraiment pragmatique et dit au Japon, eux, ils vont chercher alors s'il faut une pièce de 1 millimètre, mais qui va mettre 10 fois plus de temps à intégrer, mais qu'au moins on est sûr que c'est la perfection et qu'il y a pas de problème, et ben, on va faire ça. Et parce que même les cultures de travail sont totalement différentes et moi, quand j'ai vécu en Allemagne, en fait, c'est vrai que très souvent, en fait, les gens, relativement tôt, en tout cas à l'époque où j'étais, à l'endroit où j'étais, c'est peut-être pas pareil dans toutes les villes, mais en fait, ils arrivaient quand même à avoir une vie en dehors du travail assez rapidement et j'avais une amie qui travaillait pour une grande boîte qui faisait de l'audit et qui, avait bossé un petit peu, en Australie plusieurs fois. Elle m'avait dit: «Bah, en fait, on commence tôt le travail, mais je crois qu'elle était à Sydney ou quoi, elle disait: «En fait, c'est super parce que finalement à 16-17 heures, tout le monde est dehors, tout le monde fait du sport». Enfin, c'est parce qu'en fait, c'est dans leur lifestyle, tu vois? Enfin, la journée de travail finalement, certes, s'arrête, mais il y a toute une journée, il y a toute une vie qu'il faut prendre en compte à côté et c'est vrai que du coup, tout ça, je pense que ça doit énormément modifier la vision du travail. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, un japonais, si on reprend ces exemples-là, qui va vraiment viser la perfection, donc ça va peut-être impliquer des heures de travail pas possibles, bah, pour eux, c'est OK parce que c'est dans leur système et c'est-à-dire que si on les parachute en Allemagne ou en Australie, en fait, il y aura un conflit, en fait, parce qu'ils vont se dire: «Mais je travaille pas». Ah mais complètement et puis au Japon, il faut dire aussi que c'est une culture très différente où en fait, il faut travailler beaucoup parce que c'est bien vu pour la société. Il faut être fatigué, s'endormir dans le métro, c'est quelque chose de très courant, presque encouragé, presque loué en fait. Enfin et c'est un petit peu cette culture de, il faut être tout le temps occupé, tout le temps faire des choses. Ça c'est plus et ça s'approche, ça c'est plus proche de la culture américaine où il faut toujours avoir l'air busy, toujours courir, toujours aller. Le Mexique, c'est un peu ça. Il faut dire que le Mexique, c'est un peu, moi quand je leur dis, que je avant je travaillais en France, ils me disent: «Ah mais attends, mais pourquoi tu as changé? Si en France ils travaillent jamais», et alors ça m'étonne toujours parce que c'est vrai que c'est un autre monde où au Mexique, la loi te dit que tu as 10 jours de vacances par an.
déjà et les journées peuvent être très longues, mais en plus d'être très longues, il faut compter la plupart des gens font au moins 1 heure en voiture pour aller au boulot. Au moins. Ou en transport en commun parce que c'est bon, voilà, surtout si on est à Mexico, mais c'est le cas aussi de Guadalajara, de Monterrey, d'autres villes. C'est le travail prend une place très importante, parce qu'il faut beaucoup travailler, il faut gagner sa vie aussi, et 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 parce qu'il n'y a pas il n'y a pas un système où, par exemple, l'école est gratuite. Ici, l'école n'est pas gratuite. Ici, la santé n'est pas gratuite. Donc, si on veut, c'est vraiment travailler plus pour gagner plus, parce que sinon, bah, c'est pas possible, quoi. Bah, c'est le cas dans de nombreux pays et moi, je vais vous raconter un petit peu parce que, du coup, c'est pas mal enfin, comme j'ai bossé dans différents milieux, je trouve que c'est pas mal parce que ça dresse un petit peu l'état des lieux, pas en France, mais en tout cas dans 2 dans 2 gros secteurs. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dans l'administration, donc on a quelque chose qui est un peu particulier en France, on a le système des fonctionnaires. Pour les personnes qui savent pas, en tout cas la fonction publique, d'État, on passe un concours. C'est des concours qui sont catégorisés en fonction du diplôme qu'on peut avoir. Si on un concours catégorie C, il faut pas on peut le passer, on n'a que le brevet, on peut le passer. C'est vraiment accessible à tout le monde. Ensuite, les concours catégorie B, là, ça va être accessible aux personnes qui ont un bac et ensuite les concours catégorie A, ça va être accessible aux personnes qui ont des licences. Moi, quand j'ai passé les concours, du coup, j'avais juste le bac, j'avais pas encore de licence. Je m'étais arrêtée après 2 ans, à la fac et donc en fait, je suis rentrée d'abord catégorie C, ensuite j'ai passé un concours catégorie B. C'est des concours, moi j'étais dans les finances publiques, qui, ont peu de taux de réussite. C'est-à-dire qu'on est très nombreux à être inscrits. Moi, j'étais très étonnée du genre, on pouvait être, à l'époque, je me souviens, c'était 10 000 pour, 200 places. Donc donc c'est vrai que ça paraît énorme, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne vient pas. Parce qu'en fait, les gens sont inscrits à plusieurs concours. Souvent, c'est, tu vois, tu as les in tu avais à l'époque, c'était un peu séparé, donc tu avais impôts, trésor, tu avais douane, donc en fait, tu pouvais vraiment, t'inscrire aux 3 et finalement, si tu étais pris à un, hop, tu te désinscrivais ou voilà, où il y en avait d'autres qui passaient des concours dans la magistrature et cetera. En fait, tu avais des gens il y a même des prépas. Alors moi, j'ai jamais fait les prépas. J'ai toujours travaillé moi, toute seule avec, tu sais, des livres, un peu comme les prépas enfin les livres qui préparent pour le bac ou quoi, tu vois? Mais tu as des prépas qui te préparent à différents concours. Parce qu'en fait, suivant le concours que tu vas passer, bah, on n'attend pas de toi, la même chose. Et donc j'ai fait voilà, ce petit chemin, donc je suis rentrée catégorie, C. Ensuite, pendant 1 an, j'ai préparé mon autre concours. En même temps, j'ai commencé à travailler. Et en même temps, je me suis dit: «Oh purée, il est temps de passer des des concours» parce que je me rends compte que quand tu es au bas de l'échelle, ben, en fait, on te demande pas de réfléchir. Et moi, j'ai assisté à des choses, mon mari me dit toujours: «Il faudrait que tu écrives des BD ou des livres», mais je ne peux pas. Il y a le devoir de réserve aussi, hein, qu'on a en tant que fonctionnaire. En fait, on a beaucoup de droits, mais on a aussi beaucoup de devoirs en tant que fonctionnaire et ça, c'est des choses que moi, avant de rentrer dedans, je ne savais pas forcément et c'est un statut qui est très particulier parce qu'une fois que tu as le concours et ensuite tu as, parfois un petit stage pour le valider, ce stage, je pense que c'est pas pareil dans toutes les administrations, mais en gros, si tu viens à l'heure au travail, si tu es un minimum investi, que tu comprends ce que tu fais et que tu fais bien ton travail, on te demande même pas de faire, 10 heures d'heures sup, par jour. Non, vraiment, on te demande juste, voilà, est-ce que tu es capable de faire ce qu'on te demande de faire? Ça, c'est très toi qui parlais de cadre, ça te plairait beaucoup. Mais ce que tu dis, c'est intéressant de voir que la norme, enfin, juste faire ton travail, ça paraît pas assez. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est genre, on te demande pas de faire parce que c'est vrai qu'on est plus dans le secteur privé, c'est ça, hein. Si tu donnes pas ton 110, Mais c'est ça. Mmh. il y a quelque chose qui va pas. Alors que je trouve ça, en fait, c'est très sain de dire: «C'est ton travail, si tu fais ton travail, très bien». En fait, le système est très sain. En fait, ça va paraître bizarre quand je dis ça, hein, mais le système est très sain. C'est la façon dont les humains détournent le système qui l'est moins. Parce que finalement, une fois que tu as validé ta formation,
Tu as une petite formation en catégorie C, on a eu 2 mois de formation. Après, tu es formé sur le tas. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 mois pour te donner les bases. Après, c'est souvent des boulots d'exécution, donc finalement, tu vas vite apprendre en faisant, donc ça va aller relativement vite. Ensuite, catégorie B, c'est un peu plus long, c'est 8 mois parce que là, il faut vraiment qu'on t'apprenne certains rudiments et cetera et ensuite, tu as un stage qui dure 3 mois et là, en fait, ça va vraiment être, bah, pour, en fait, un peu pas c'est un peu de une alternance, en fait. C'est vraiment pour te dire: «Bon, beh, voilà, ce que tu as appris, maintenant, est-ce que tu es capable de le mettre en place?» Entre temps, tu as des stages, hein, pendant l'école, mais c'est relativement court. Souvent, c'est un peu plus de l'observation aussi, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des systèmes. En fait, dans chaque, c'est vraiment des petits systèmes. L'administration en France, c'est une énorme machine et en fait, à chaque fois que tu vas dans un service, hop, c'est un nouveau petit système que tu dois comprendre, que tu dois appliquer, en fait et une fois que tout est bon, bah, hop, tu es fonctionnaire. Donc moi, j'ai dû prêter serment, et tout et en fait, une fois que tu es fonctionnaire, bah, donc tu as, justement certains devoirs, dont le devoir de réserve, tu as pas mal de choses. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux comme boulot à côté. C'est-à-dire que si tu veux prendre un autre, boulot, tu dois demander l'autorisation. Moi, j'avais demandé l'autorisation parce qu'à un moment, bah, ça s'est un peu chevauché. Je faisais le yoga et en même temps, j'étais encore fonctionnaire. Donc en fait, souvent pour tout ce qui est boulot enseignement ou discipline, loisirs, créatives, sportives, il y a pas de souci. Mais par exemple, tu vas pas forcément pouvoir être comptable à côté, parce qu'on estime qu'il y a un conflit d'intérêts. Très malheureusement, encore une fois, je dis les humains parfois perturbent un petit peu le système et tu peux être, en lien ou tu peux avoir des histoires, vendre des histoires ou vraiment être face à des gens qui ont été pendant un certain temps, par exemple, inspecteurs et auditeurs, c'est-à-dire qui ont audité des services et qui ensuite se retrouvent avocats fiscalistes pour les boîtes que tu as vérifiées. Donc en fait, c'est un peu problématique parce que là, en fait, on se retrouve dans un système qui est un peu pervers et c'est pas toujours très simple. Et en fait, pourquoi je dis c'est un peu les humains, en fait, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est dans un système où finalement il y a pas vraiment de sanctions. C'est-à-dire que tu peux avoir des sanctions si alors là, je dis dans les finances publiques, donc si par exemple tu voles dans la caisse. Tu vois? Mais il y en a plein, enfin tu vois? Enfin ça arrivait, régulièrement où on voyait, d'ailleurs on avait le tableau des sanctions. Alors je sais pas pourquoi. Moi à chaque fois je me suis dit: «Soit c'est dissuasif, soit c'est incitatif». Au lieu d'avoir, tu sais, l'employé du mois, tu avais le tableau des sanctions, c'est trop drôle. Bah, après je pense que c'était aussi pour montrer que, tu as des devoirs, enfin tu vois? Tu as vraiment des choses à respecter et Oui, non, c'est bien, puis c'est transparent, enfin, c'est ça ouais, ouais, et ouais. c'est des milieux où tu brasses beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas le tien, mais finalement, en fait, tu es toujours en lien avec de l'argent et donc ça peut parfois, bah, il y a des personnes après voilà, c'est pas non plus fonctionnaire, tu as la garantie de l'emploi à vie, mais tu vas pas forcément avoir un salaire qui va augmenter, autant que dans le privé. Tu vas pas forcément avoir de primes, tu vas pas il y a plein de choses aussi pour certaines personnes dans certaines régions. Un salaire de, par exemple, agencé, c'est pas beaucoup et parfois, bah, tu as des personnes qui sont en galère et qui voient beaucoup d'argent et qui se disent: «Bon, bah, est-ce que là, je prendrais pas?» et non, ça, c'est pas Oui, c'est ça, où possible. on est à nouveau dans un cadre de survie où tu te rends compte que, bah, il y a les règles du jeu qui font que, bah, ouais, normal. C'est ça. Et la personne, je t'assure, va pas se dire: «Oui, mais mon équilibre vie perso, vie privée», parce que non, ils doivent Bah, non, payer leur, leur hypothèque ou enfin leur loyer ou peu importe. Oui, c'est oui. ça. Parce et surtout, en fait, tu vois que tu le comprends parce que c'est jamais des gros montants, en fait. C'est des petits montants et souvent, c'est pas, tu as, je pense, qui avaient monté leur truc et donc tu te dis: «Bah, quand même». Ils ont un peu joué. Mais Tana, tu vois que c'était ponctuel, en fait. 2 fois pour des montants de 200-300 €. Tu dis: «Bah, peut-être que c'était pas s je sais pas comment dire. Peut-être que c'était pour de la survie, en fait et ça, c'est un peu compliqué. Donc toi, il y a tout ça, mais je pense que ça, c'est dans tous les métiers où il y a de l'argent. Tu vois? Je pense que dans la banque, c'est pareil. Je pense qu'il y a plein, plein de secteurs où finalement, bah, c'est un peu difficile. Et l'autre problème, c'est que tu ne pas enfin l'autre problème, c'est que tu vas pas forcément être sanctionné par rapport à ton travail. Tu vas pas non plus être récompensé par rapport à ton travail. Ça dépend des centres, ça dépend des services, mais moi je sais que parfois il y avait une politique où tu pouvais avoir des points d'avancement,
comment dire? Qu'on donnait au service. Et en fait, parfois, le chef disait: «Bah, pour que ce soit équitable, bah, en fait, ça change. On fait le roulement. Donc une fois, c'est toi qui as, 1 mois d'avancement, une fois, c'est ton voisin, mais c'est pas par rapport à ton travail». Donc à un moment, ça peut être difficile parce que tu travailles, sauf qu'en fait, tu es pas vraiment récompensé. En plus de ça, dans les finances publiques, bah, les gens, ils sont pas contents quand ils viennent te voir. Tu vois? Et en fait, il y a tout ça qui qui fait que, ça peut être un peu compliqué, ça peut démoraliser certaines personnes et donc il y a des personnes qui se disent: «Bah, écoute, finalement, je vais faire le minimum syndical». C'est intéressant parce que tu vois, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est un cadre qui souvent exclut la nature humaine. Donc je C'est te ça. disais, c'est très simple parce qu'il faut juste que tu fasses ton travail. Mais ça part du principe que tout le monde va faire son travail, sauf que la réalité, c'est que pas tout le monde fait son travail. Et donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai et en fait, c'est la nature humaine. En fait, on a tous besoin de récompenses. Tu vois ce que je veux dire? Et on a tous ou de sanctions. Enfin, tu vois, il faut un cadre aussi qui te motive. Je pense que ça va changer. Je pense que ça a déjà évolué, mais c'est vrai que parfois, en fait, on pouvait se retrouver avec des personnes qui finalement, je dis pas qu'elles travaillaient pas du tout, mais peut-être qu'elles pourraient être un peu plus investies. Sauf qu'il y a toujours du boulot. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans un système où il y a beaucoup de travail et il y a des personnes qui vont pas forcément en faire plus? En fait, on va pas forcément toujours réussir à le répartir équitablement. Donc en fait, tu vas te retrouver face à des personnes qui vont en prendre beaucoup plus et moi, le premier burn-out auquel j'ai assisté, c'était l'adjointe d'un chef, quand je travaillais en Isère. Elle était là à 7h, elle repartait à 20h, elle faisait plus que ça jusqu'au jour où elle s'est levée le matin, elle savait plus lire, elle savait plus écrire. Ça a été terrible. Ça a été vraiment un breakdown et on peut se dire: «Mais comment c'est possible?» Elle était fonctionnaire. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette image en France où je pense que le statut de fonctionnaire, je pense à la fois beaucoup désiré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent un CDI, qui veulent avoir le statut de fonctionnaire, mais à la fois un peu dénigré parce qu'être fonctionnaire, c'est un peu parfois mal vu. Tu travailles pas trop, tu es un peu un glandeur. Enfin, tu vois, il y a cette image qui est un peu particulière. On avait beaucoup de vacances, donc tu vois, il y a toute une image qui est un peu, erronée, sauf qu'en fait, on se rend compte dans la réalité des faits que oui, c'est possible de se surinvestir et moi, je sais qu'il y a eu des fois où, sans dire, je pense que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'aime bien travailler. Comme toi, j'aime l'école, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours bien aimé lire, et écrire. Moi, mon bonheur, c'est d'avoir mes petits cahiers qui étaient bien faits et tout. Là, je suis très scolaire, donc en fait, c'était bien pour moi, tu vois, de travailler dans cette ambiance et cetera. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi des systèmes qui sont très rigides et que, quand tu veux changer les choses et on en avait déjà parlé ici, en fait, parfois, ça peut ne pas du tout être, accepté ou vu de façon positive et en fait, moi, à un moment, j'en ai eu un ras en fait, j'ai été épuisée parce que je me disais: «Mais en fait, ce système ne fonctionne pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait mieux faire collectivement» et c'était souvent des discussions qu'on avait, avec les collègues, sauf que la part de personnes qui vont vouloir s'investir pour que vraiment ça change, peut-être parfois diminuer certains privilèges, en fait, elle est pas assez grande pour que le système évolue et aussi en France, l'administration est tellement c'est comme un énorme poulpe, tu vois? C'est tellement énorme que tu peux pas, en fait, tout révolutionner. Donc moi, quand je suis partie de l'administration, j'avoue, ça a été un soulagement parce que finalement, il y avait ce côté où j'avais plus envie, j'avais plus envie, j'avais plus envie de ça. Il y a juste une particularité, c'est que tu peux pas quitter l'administration comme ça. En fait, Ah non, je savais pas ça. ouais, 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 tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu attendes un certain temps parce que tu es payé pendant ta formation. Ah bah oui, c'est ce que tu dois, finalement. C'est ce que tu dois. Mais alors je sais pas comment ils calculent parce que, par exemple, moi j'ai été donc du coup catégorie B. Et en fait, j'ai jamais voulu passer les autres concours parce que je savais que je devrais beaucoup plus. Catégorie B, c'est 8 mois de formation et après, encore une fois, c'est à mon époque, enfin sûrement ça a beaucoup changé, mais en tout cas à mon époque dans cette filière,
8 mois de formation, tu dois 5 ans. Mais attends, c'est énorme! Mais tu as 1 année de formation, il me semble qu'elle est comptée et par exemple, inspecteur, donc catégorie A, tu as 1 an de formation et c'est 8 ans. Ah ouais, c'est énorme! C'est long. C'est long et c'est vrai que moi, en fait, dès que j'ai eu mes 5 ans révolus, après j'avais déjà fait 1 an avant, hop, j'ai pu partir. Mais c'est pareil, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on te demande vraiment: «Est-ce que tu es sûr?» et tout, parce qu'en fait, il y a tout un truc. En fait, il y a eu des personnes, en fait, qui ont quitté. Sauf que suivant quand tu quittes, à mon avis, ça doit être hyper difficile de rebondir et en fait, il y en a qui après se retrouvaient, dépression au bout de 6 mois et qui, en fait, se retournaient contre l'administration en disant: «Mais, vous m'avez laissé partir». Enfin voilà, il y a eu des problèmes comme ça. Donc en fait, il y a tout un truc. Moi, j'ai dû remplir, vraiment tout un laïus et c'est parce que j'avais un dossier déjà bien ficelé et cetera que ça s'est passé plutôt simplement. J'ai quand même dû dire: «Oui, oui, je suis bien conscient que vous n'allez plus me supporter, au niveau financier, d'accord?» Mais apparemment, après je sais pas si c'est une légende urbaine, tu peux même parfois voir le médecin du travail. Mais pour voir aussi si tu es bien, c'est quand même une grosse décision parce que quand tu quittes, souvent tu as droit à rien. Tu vois? Tu as pas droit à d'aide, tu as pas droit au chômage et cetera et donc on est dans un système français qui est très différent du système que tu décrivais au Mexique ou aux États-Unis où c'est beaucoup plus, violent, on va dire, le monde du travail. C'est violent, mais c'est plus souple. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tu Ouais c'est marrant, à chaque fois, c'est jamais complètement bon, et non, complètement mauvais, hein. Mmh. c'est ça. Mais donc voilà, donc du coup, moi, ça m'a été utile, enfin, ça m'a été très utile de travailler dans l'administration pour justement ce cadre, cette, rigueur et cetera. Mais j'avais besoin aussi de me dire: «OK, bah, qu'est-ce que ça fait quand on travaille pour soi?» et c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup aimé, mon année, d'indépendance, enfin mes 3 ans d'indépendance à temps plein là en yoga parce que finalement, ça me permettait vraiment de me dire: «OK, bah, q quand je travaille, bah, qu'est-ce que ça donne? Quand je travaille moins, qu'est-ce que ça donne?» De plus aussi travailler en fonction de moi, mon énergie finalement et ça, c'est quelque chose que tu peux pas en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est, c'est comme tu dis en fait, c'est ni blanc ni noir. Certes, c'est instable, certes, tu gagnes moins. Si la première année, c'était compliqué, deuxième un peu moins, troisième ça allait mieux. Mais voilà, enfin, tu as quand faut ramer quoi, on va dire. Mais il y a aussi ce côté où finalement tu peux gérer en fonction de toi, en fonction de ta vie, en fonction de tes besoins. Donc voilà, c'est quelque chose moi en tout cas ça m'a été beaucoup très bénéfique en fait pour mieux gérer finalement à la fois mon énergie, à la fois mes relations aussi sociales. C'était plus facile de voir des gens. C'était plus facile aussi de choisir avec qui tu travailles ou pas. Ça, c'est le grand plus C'est pour vrai, moi. hein. C'est bah, voilà, la preuve. C'est vrai, ça, c'est le grand plus et c'est là où tu te rends compte je suis désolée, je t'interromps, mais c'est marrant parce que je travaillais beaucoup quand j'étais prof de yoga. Enfin, c'est-à-dire que les heures parfois étaient un peu longues, mais c'est parce que je travaillais, dans un truc que j'adorais, qui peut avoir aussi ses penchants, hein, parce qu'associer, ta passion avec, la source de tes revenus, des fois, pas trop sain si pas bien géré. Mais mais des fois, tu vois, enfin, quand je passais par exemple, ou nous, quand on passait des heures dans des retraites où tu es, bah, presque on tout le temps, bah, c'était pas fatigant, mentalement. C'était vraiment un plaisir, un bonheur, enfin, c'est et comme quoi c'est aussi intéressant et quelque chose qui est très vrai, c'est que l'entourage et le cadre dans lequel les personnes avec qui tu travailles a une énorme influence sur aussi ton ressenti. Mais ça change tout et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Après le problème et ça tu l'as dit, moi je l'ai vraiment touché du doigt, en étant indépendante, c'était où est-ce que tu mets ta limite? Parce qu'en fait, à un moment, en fait, tu as même plus envie de dire non. Sauf qu'en fait, il faut et moi, ça a été encore une fois un problème physique qui m'a un peu fait réfléchir, autrement. Tu sais, j'ai eu les cristaux, tu sais, les dans l'oreille interne. Ah oui, c'est vrai, Ouais, tu je te me souviens souviens?
C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, en fait, c'est terrible parce que tu as la tête qui tourne. Tu as la tête qui tourne dès que tu penches la tête et tout, donc c'est pas très pratique en yoga. Le chien tête en bas, psychédélique. Non, mais c'était vraiment ça et c'était vraiment compliqué. Mais du coup, c'était aussi un symptôme, enfin, c'est-à-dire, OK, tu as beaucoup de choses en tête, bah, comment est-ce que tu fais pour te poser, pour placer les choses? Et voilà et donc je me suis dit: «Non, mais j'ai envie de reprendre mes études» et en vrai, c'était quelque chose que j'avais envie depuis très longtemps pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé. Je pense que c'était aussi un petit complexe, tu vois? Comme j'ai commencé à travailler jeune, tu vois? Il y avait le truc: «Oui, mais j'étais bonne à l'école, donc peut-être que j'aurais pu faire autre chose», alors qu'un diplôme ne va en fait, c'est là que j'ai compris en faisant mes études, c'est qu'un diplôme, c'est juste une ligne en plus sur ton CV. Parfois, ça peut t'amener je critique pas parce que parfois, je sais que ça peut t'amener des postes, des responsabilités plus importantes, des opportunités plus importantes. Mais on a un peu le c'est un peu le graal et sauf qu'en fait, on oublie qu'il y a des compétences qui s'apprennent pas, en fait, dans un diplôme et là, par exemple, typiquement en ergothérapie, tout ce que tu l'apprends en stage. Tu apprends des choses, bien sûr, à l'école, mais c'est vraiment des stages. Tu peux apprendre tous tes manuels d'anatomie par cœur. Si finalement, devant ton patient, tu sais pas le mobiliser, tu sais pas quel muscle tu touches, ça servait à rien d'avoir 20 à ton devoir d'anatomie. Donc tu vois, c'est ça que je trouve, parfois problématique dans le fait de vouloir à tout prix un diplôme qui parfois est décorrélé de la réalité du terrain. Et donc je me suis engagée dans ce secteur. J'ai travaillé tout de suite après l'obtention de mon diplôme, mais pareil, je pense qu'il y avait aussi cette notion de un petit peu comme tu décris, cette envie de très vite être productive, de dire: «OK, j'ai un diplôme, ça m'a pas servi à rien, regardez, je travaille tout de suite». Sauf que peut-être que, tu vois, c'était pas tout à fait mon projet de base. Peut-être que finalement la façon dont ça s'est passé n'a pas servi mon projet de base, et cetera. C'était, en fait, il y a le monde de l'hôpital aussi qui pour moi est un monde à part parce que je travaillais dans un hôpital public et il faut savoir que l'hôpital public, c'est aussi tu es fonctionnaire, tu es fonctionnaire hospitalier et là, c'est encore d'autres règles, c'est encore très compliqué. Mais pareil, tu peux pas faire tout ce que tu veux, tu peux pas partir comme tu veux. Enfin, il y a pas mal de choses à savoir, en fait, quand tu t'engages, là-dedans. Sauf qu'en fait, on se retrouve exactement les mêmes écueils qu'on peut voir dans le secteur, dans le secteur, public d'État. C'est-à-dire qu'on te demande de faire ton travail, sauf qu'en fait, dans l'hôpital, c'est un peu particulier parce que comme tu travailles avec de l'humain, c'est hyper difficile de ne faire que ton travail et tout le monde le sait. Oui, non seulement tu as le déséquilibre de a priori, tout le monde devrait faire son travail et si tout le monde fait son travail, respecte les rôles, les règles, très bien. Mais en plus, il y a la composante de vous travaillez au service de l'humain, C'est parce que ça. c'est ça en fait et dans un cadre aussi où c'est pas des humains qui sont en pleine forme. Enfin, a priori, si vous les voyez, c'est que, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'imagine que ça, il y a un investissement qui est donc du coup non pas en plus, spécifiquement pour de ce que tu me disais, j'imagine physique, mais aussi émotionnel, Mais qui bien est sûr, très, très important. c'est totalement ça et tu fais bien de parler de l'émotionnel parce qu'en fait, c'est souvent un truc qu'on met un peu de côté. Il y a aussi le côté, soignant un peu surhumain. Enfin, moi, ce qui m'a un peu comment dire? Pour faire un parallèle avec, le yoga, avec des choses dont on a beaucoup parlé, notamment sur notre épisode avec les gourous. Quand tu es soignant, il y a un truc, tu es vu différemment par les patients. Tu es aussi vu différemment par ton entourage. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tout de suite tu arrives, les gens sont contents. Enfin, tu vois, c'est un truc, et sauf qu'en fait, bah, parfois, tu vas pas avoir la solution à leurs problèmes. Sauf que quand tu as pas la solution, en fait, j'ai vu l'inverse de ce que j'ai pu voir dans la fonction publique d'État, c'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas à s'arrêter de travailler. Parce qu'en fait, il y a toujours beaucoup de boulot, il y a toujours des cas qui sont extrêmement difficiles, qui nécessitent de passer beaucoup de temps et tu peux toujours passer plus de temps avec des gens. Un dossier, au bout d'un moment, il a une fin. Une personne qui, d'autant plus, a une pathologie, d'autant plus des pathologies chroniques ou des pathologies évolutives, bah, en fait, au plus tu es avec elle, bah, au plus ça peut lui faire du bien. Enfin,
C'est très, très, très compliqué et on est dans un système qui et ça je l'ai compris assez tard au final, qui réagit comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on est du public, mais il faut faire du fric. Et en fait, on te demande même pas forcément parfois de faire ce qui est forcément, utile, le plus utile pour le patient, mais si tu utilises des nouvelles technologies par exemple, ça rapporte plus à l'hôpital, donc c'est bien d'utiliser. Ouais, mais peut-être que ce patient, il a juste besoin qu'on aille, dans le parc, marcher, parce que c'est ça qui va être le plus utile pour lui. Et en fait, c'est très compliqué parce que tu te heurtes et comme tu dis, à différents mondes où en fait, tu as le monde, entre guillemets «des petites mains», qui est vraiment là pour faire avancer la machine auprès des patients. Sauf que ces petites mains dépendent de personnes qui sont sous pression. Je remets pas j'aimerais pas forcément être cadre à l'hôpital, hein, parce que les pressions qu'ils reçoivent où, en fait, il faut, coter il faut entre guillemets «faire en sorte» que, l'hôpital soit, hem, à flot, comment dire? Rentable? Rentable. On parle de Bah oui, rentabilité. bah oui, oui. Donc en fait, tu vois, quand on me dit: «L'école est gratuite, l'hôpital est gratuit», en fait, on se rend pas compte, en fait, des systèmes, à l'intérieur qui finalement, en fait, c'est essayer de faire plus avec moins. On n'est pas dans une logique alors ça à la fois c'est fantastique parce que moi j'ai pu voir des personnes qui auraient jamais pu être soignées ailleurs et qui si on les avait pas soignées, elles seraient plus là. Donc c'est super altruiste et beau et tout, mais tout ça, ça a un coût et Ah, c'est pas non, gratuit dans le sens où on paye les impôts. C'est juste que c'est exactement. accessible et oui, oui, non, mais pour te dire qu'au Mexique, juste pour faire le petit parallèle, parce que je pense que c'est bien d'avoir ce contexte-là, on paye à peu près la même quantité d'impôts Eh oui. au Mexique. En fait, tu payes autant d'impôts et tout le monde paye autant Mmh. d'impôts et c'est-à-dire que il n'y a même pas de, Des comment tranches. je dirais? Non, il n'y a Ouais. même pas de tranche. Tout le monde paye un peu plus de 30 de son salaire et c'est du, prélèvement à la source. Donc c'est comme ça et Et il y a pourtant la TVA. on n'a pas ouais et on a la TVA. Ouais, Elle y va parce que la et TVA, pourtant c'est le pire. ouais, non, non, mais je sais mais c'est ça, mais en plus de ça, enfin, même en payant des impôts, bah, tu vas pas à l'hôpital Et ouais. public. Enfin, on tu vas pas évidemment, il y a des personnes qui vont, mais le système est tout simplement enfin, Mmh. il est rompu, enfin, il ne marche pas. Il ne marche pas et ce que tu dis, je trouve ça fascinant à chaque fois que tu parles de l'hôpital, je trouve ça fascinant parce que comme tu dis, il y a la gestion, c'est celle d'une entreprise, mais vous êtes dans un cadre où vous êtes en train de ce qui vous finance finalement, c'est l'argent public. Donc vous êtes aussi des fonctionnaires, mais il y a un énorme il y a de l'humain parce que c'est un organisme composé par des humains. Mais en plus, avec tout ce déséquilibre du travail de l'humain, enfin Mmh. Bah oui. qu'on a évoqué, mais en plus où il y a, je dirais aussi un énorme, déséquilibre entre ce qu'on si on le voit comme une entreprise, enfin si on essaye d'enlever tout ça, il y a un énorme déséquilibre entre le client et le service. Oui. Parce que comme tu disais, les soignants sont vus d'une telle façon et ça encore on pourra en parler, mais on en a parlé un tout petit peu Mmh. du fait qu'on est tellement peu éduqués par rapport à notre corps, on a tellement peu de Mais oui. connaissances que n'importe quelle personne pourrait avoir une emprise ou un pouvoir. Il y a un déséquilibre de pouvoir énorme. Énorme. Et rajoute émotionnel à tout ça. Mais c'est ça. Non, non, mais c'est très, très problématique et moi, en fait, j'étais dans un système où finalement, jeune diplômée, donc tu veux faire, un maximum, un service où les gens ont besoin de toi, ou un service où finalement ce que tu fais est validé. Donc c'est super, en plus de l'ergothérapie, c'est pas non plus, le métier que tout le monde connaît. Donc quand tu es face à des professionnels qui font appel à toi, franchement, c'est génial parce que tu dis: «OK, je suis bien intégrée dans l'équipe et cetera». Mais c'est vrai que je me suis un peu laissée embarquer et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que pareil, encore une fois, c'était pas ma tête, qui lâchait, c'était plus ma santé, la santé physique et moi, ça a coïncidé avec, finalement ma grossesse et c'est vrai que ça a été un peu douloureux parce que finalement mes 3 premiers mois, en plus, tu sais, pendant 3 mois, il faut rien dire. En fait, c'est de bon ton de rien dire. Sauf que pendant 3 premiers mois, c'est comme le Titanic, en fait. Tu es un paquebot, tu es lancé, tu peux pas t'arrêter. En fait, tu peux pas t'arrêter du jour au lendemain et moi, je me voyais pas dire: «Bah non, du jour au lendemain, j'arrête de faire des heures sup, je fais mes heures».
en fait, je pouvais pas. J'étais là: «Mais j'ai pas d'excuse, en fait» et même si je sentais que j'en aurais eu besoin, eh ben je fais pas et en fait, c'est vrai que ça a été, voilà, ça a été compliqué et ensuite, bah, la grossesse a fait que chaque grossesse est différente et moi, la mienne a nécessité d'être au repos assez tôt et en fait, ça a été une claque, en fait. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une claque parce que je me suis dit: «OK, en fait, là, j'aimerais pouvoir travailler, mais je ne peux plus». Je ne physiquement, je ne peux plus. Mentalement, je ne pouvais plus. C'est-à-dire que j'arrivais même plus à me rappeler des trucs. Je devais tout noter. C'est-à-dire que c'était vraiment, mmh, pas dangereux, mais ça pouvait être dangereux, en fait. Il fallait vraiment que je note tout et tout, que je si j'avais quelque chose à dire au médecin, il fallait que je lui dise tout de suite, sinon c'était sûr que j'allais oublier et en fait, c'est problématique, je trouve, quand finalement tu n'es plus à l'écoute de tes signaux. En fait, c'est encore pire, c'est-à-dire que tu sens que ça va moins bien, tu sens que tu commences un peu à atteindre ta santé, sauf qu'en fait, ton esprit dit, ton mental dit: «Non, mais il faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne». Ça a été une très longue introduction, mais du coup, ça peut faire une bonne transition pour justement notre deuxième partie où pourquoi en fait on a cette envie parfois de se surinvestir, mais déjà, qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de s'investir dans le travail? Est-ce que tu as une petite réponse à ça, Laura? Oui, alors, non, mais c'est intéressant parce que je pense que on va parler des signaux. J'aimerais qu'on garde Oui. les signaux tout à l'heure parce que je pense que c'est ça qui va nous donner les clés de peut-être la frontière pour définir la frontière entre investissement et surinvestissement et c'est là où ça peut partir en cacahuète mais non et dans le sens évidemment physique, mais évidemment mais aussi mental parce que, Tout à fait. moi j'ai pas heureusement j'ai pas eu de burn-out, j'ai jamais fait de burn-out et je pense il y a eu des moments où j'étais très épuisée, parce que voilà, je me surinvestissais. Mais je pense mes signaux très souvent, enfin ceux que j'ai vécus, sont plutôt souvent de l'ordre de la santé mentale. Ce qui est intéressant et à ne pas négliger non plus. Mais déjà, pourquoi s'investir sur le travail? Alors, on en parlait quand il disait, voilà, il y a rien comme avoir une bonne petite journée de travail bien fait et c'est génial. Et je pense qu'il y a de ça. Il y a une partie de nous, êtres humains changeants, qui a envie de grandir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent à l'école et c'est peut-être pour ça aussi que moi personnellement ou que toi peut-être tu ressentais. C'est ce sentiment de growth, de croissance, de voilà, je grandis comme personne, je m'alimente, je nourris ma curiosité, je nourris mon intellect, je nourris, hem d'autres cette vie intérieure, ça peut être très satisfaisant et parfois, le travail nous apporte ça. Je pense qu'il y a et quel que soit le type de mission, hein, où qu'on soit, on peut apprendre et apprendre des choses qui sont parfois très techniques, apprendre des choses qui sont parfois physiques, apprendre des choses qui sont très intellectuelles, mais aussi apprendre des choses qui sont très de l'ordre de soft skills. Comment travailler ensemble, comment convaincre quelqu'un, comment, mener une négociation, qui soit bonne pour plusieurs parties. Enfin, toutes ces choses, je pense que le monde du travail peut être une source d'épanouissement dans ce sens-là qui est, heu, qui qui est intéressante et qui donc du coup va nous donner envie d'être investi au travail. D'un point de vue très personnel, d'un point de vue, je pense, social aussi, le travail je pense qu'on l'a vu aussi pendant la période du covid, hem le travail est un endroit social. C'est un lieu où on peut faire des connaissances, il y en a beaucoup, je pense que c'était ton cas, qui font des rencontres qui perdurent, voilà et donc du coup on se lie d'amitié comme c'est le cas de toi et moi. Enfin, ça peut être aussi un endroit où on peut trouver des nouvelles personnes et ça donne envie du coup, de s'investir au travail. Mais je pense qu'une bonne peut-être, et ça va alimenter la troisième partie, une bonne question à se poser qui pourrait nous donner un indice de dans quel cadre je je serais dans une place où j'aurais envie de m'investir au travail, c'est quand on se demande:
Et si je n'étais pas payée, si on met de côté les règles du jeu, les règles de la société, faire de l'argent pour gagner sa vie, et cetera, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais? Vers quoi je m'orienterais? C'est un peu la question que tu m'as posée aussi, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Mmh. Quand il y a pas ça, vers quoi on se tourne? Ça, c'est un problème, c'est intéressant. Et de l'autre côté, si un jour on était dans l'incapacité de travailler, De que travailler. ferait-on? C'est un petit peu les 2 extrêmes Mmh. et c'est les questions que toi dans ta sagesse, enfin qui m'ont qui m'ont vraiment aidée, hein, dans dans cette étape de réflexion juste pour que tu saches, je donne à César ce qui est à César. Ouais, mais ça, c'est intéressant. Que ferait-on si on n'était pas payé? Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Bah, tu sais, parfois, si ça t'arrive de je vais faire une petite grille de loto et tout. «Ah là là, si on gagne le pactole, qu'est-ce qu'on fait?» Et beh, en fait, c'est vrai que j'aimerais pas une vie oisive, par exemple. Tu vois? J'aimerais pas une vie enfin oisive, après ça dépend comment on l'entend, mais j'aimerais bien continuer à travailler, mais plus dans des choses, je sais pas, enfin ouais, vraiment me sentir utile, mais sans la pression. En fait, moi, ce que je trouve, très problématique et je pense que c'est là, en fait, où parfois on passe dans le surinvestissement, c'est que, moi, il y avait un livre que j'avais lu il y a pas mal de temps qui s'appelle «L'open space m'a tué». Où en fait, c'était un mec qui racontait qu'il avait commencé en fait, tu sais, c'était, en France, à l'ère où on a commencé à avoir des open space. Parce que c'était pas si ancien que ça, en fait, je saurais plus vous retracer l'historique. Et en fait, il disait que c'était très «problématique» entre guillemets, dans la mesure où finalement maintenant tout le monde en fait, c'est-à-dire qu'il y a, un peu la petite danse de qui travaille le plus. Qu'on voit beaucoup plus que quand tu es dans un bureau unique, en fait. Et du coup, il disait: «Bah, en fait, même si j'avais fini mon boulot à 17h, si je partais à 17h, on me disait: "Bah, alors, tu as pris ta demi-journée?"» Et en fait, du coup, il disait: «Bah, OK, bah, je vais rester jusqu'à 20h, mais en gros, pendant 3 heures, j'ai pas fait plus parce qu'il y avait plus rien à faire». Donc en fait, j'ai organisé mes vacances. En fait, c'était vraiment il fallait montrer qu'on est là. Sauf qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on est dans ce moment-là, c'est qu'on n'est plus en train de travailler. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'investissement au travail. Comme on parlait, comme tu disais, se sentir utile, le travail bien fait et cetera. On est finalement dans jouer à un jeu qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas bon pour nous. Et donc là, en fait, on commence à finalement passer trop de temps. Donc pour moi, c'est du surinvestissement parce que finalement, on s'investit en termes de temps parce que l'investissement, je pense qu'il peut se voir dans différentes temporalités. Il y a l'investissement en termes intellectuels, un investissement physique, émotionnel, on en a parlé, mental aussi, la charge mentale que tu peux avoir et temporel, le temps que tu passes. Et si le temps que tu passes va entraver ce que tu disais sur la vie personnelle, c'est-à-dire ta vie de famille, ta santé physique, ta santé mentale, c'est un moment qu'il y a un petit déséquilibre et il faut arriver à trouver un moyen de soit d'équilibrer parce qu'il y a des phases au travail, il y a des personnes qui par exemple les boulangers, bah, tu sais très bien que le mois de janvier avec, les galettes des rois et tout, bah, ils vont devoir beaucoup travailler. Mais il y a peut-être des mois qui sont plus cool, tu vois? Et en fait, c'est vraiment arriver à voir, OK, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là pour que je m'investisse autant? Et parfois quand c'est juste un jeu de pouvoir ou de show off, en fait, ça peut être très, très compliqué parce que moi, je te rejoins tout à fait, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que se sentir utile, c'est hyper important. Et moi, je l'ai vu par rapport à des personnes qui, comme tu disais, ne pouvaient plus, n'étaient plus en mesure de travailler. Franchement, mais ça peut être compliqué. Si tu as rien d'autre dans ta vie, si tu as construit ta vie par rapport au travail ou par rapport à une carrière, parce que très souvent, tu as pas eu assez de temps pour investir d'autres domaines, ben, en fait, tu peux te retrouver super mal. Et moi, j'ai vu les personnes qui s'en sortaient le mieux dans la rééducation ou quoi, c'était des personnes qui, soit avaient des activités associatives et qui pouvaient continuer à le faire, soit, tu sais, apprendre des langues, voir des gens, enfin, tu vois, des choses qu'ils avaient toujours eu envie de faire, mais qu'ils avaient pas forcément le temps d'investir, bah, voilà, là, ils l'investissaient parce que ça avait été quelque chose qu'ils essayaient de faire, mais qui était plus difficile
et du coup, ça leur apportait beaucoup. Donc je pense que c'est aussi important de se dire que parfois, investir sur soi, c'est aussi se préparer. Parfois, bah, alors je dis pas qu'on va tous, un jour perdre notre travail, mais ne serait-ce qu'avec la retraite, un jour on va arrêter d'avoir notre travail, Et c'est ce que j'allais te dire, hein, ça se même sans aller dans des cas extrêmes, hein, des fois, on peut se retrouver, là-dedans et je c'est vrai que je connais des personnes, il y a notamment une ancienne collègue que j'admire énormément parce qu'elle, elle elle avait hâte de faire sa retraite parce qu'elle savait en fait qu'elle pourrait faire beaucoup plus de choses associatives. Et en fait, elle me disait, en fait, ça faisait très longtemps que j'attendais, enfin quelques années que j'attendais ma retraite, mais parce que elle avait préparé en fait mmh, sa vie après, et elle se sent très bien en fait. Elle a trouvé vraiment pour le coup un bon équilibre parce qu'elle se sentait utile. Et je le vois par exemple du côté de ma mère, si on parle d'un travail non rémunéré, qui a toujours été dans la gestion de la maison, la gestion des enfants, et cetera. Un petit peu tardif, mais ma mère, elle commence à rentrer vraiment dans le dur de: «OK, je n'ai plus, à charge, mes enfants, je n'ai plus à charge, l'héritier, le troisième fils qui était Rayita, qui était notre chien, mais qui lui prenait beaucoup de temps et elle se sentait super utile et maintenant qu'elle n'a plus ça, bah, qu'est-ce que mmh. je fais?» Et en fait, elle a redécouvert la lecture, donc heureusement, bah, elle va bien. Je pense qu'elle commence à se à se retrouver, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose où on ne pense pas assez, Non, on je trouve. pense pas assez et puis tu parlais du covid, tu parlais des espaces, de travail ou quoi. Par exemple, pour les mamans, les mères au foyer comme on dit, souvent finalement le cercle social ça a été d'autres mamans ou et parfois en fait elles ont été assez isolées et je trouve que c'est super important pour ces mamans, je trouve de d'arriver à se faire son petit réseau de collègues. En fait, d'arriver à se retrouver avec d'autres mamans ou même des papas, enfin peu importe en fait, avec d'autres personnes pour pouvoir échanger, pour pouvoir, parce qu'il y a plein de choses à faire, hein. Parfois je sais enfin, tu sais pas, tu as des clubs de lecture, tu peux faire des clubs d'échecs, tu peux faire même une petite, juste du sport ensemble ou plus des loisirs créatifs ou quoi, mais vraiment des choses qui te sortent un petit peu du quotidien et recréer ce lien. Parce que ça peut être aussi un choix. Il y a des mamans qui ou des papas qui font le choix d'élever, leurs enfants pendant un certain temps et souvent, c'est des temps qui sont pas si faciles que ça. Parce qu'en fait, c'est le pire boulot. C'est-à-dire que tu es pas rémunéré, c'est parfois ingrat parce que suivant tes enfants, bah, ils vont pas forcément parfois ils peuvent pas quand ils sont bébés, bah, ils vont pas dire: «Merci maman de m'avoir changé ma couche». Enfin, tu vois, ils ont pas la capacité encore de le dire et je pense que c'est hyper important d'arriver à trouver dans ces moments-là une petite soupape et moi j'avais des mamans, au foyer, par exemple en cours de yoga et ça leur faisait du bien, tu vois, de se retrouver au cours de yoga, de parler avec d'autres personnes, de rencontrer d'autres mondes, de parfois créer des amitiés et moi je suis enfin un des trucs dont je suis le plus fière, c'est d'avoir, vu la naissance d'amitiés comme ça. Parce que je me dis: «Bah, ouais, en fait, on a besoin de ce lien social» et c'est souvent, très souvent lié au travail et c'est aussi un peu le problème des entrepreneurs. C'est-à-dire que tu as des entrepreneurs qui se sentent hyper seuls, hyper isolés parce que finalement, bah, un artisan, par exemple, bah, il bosse alors lui, pour le coup, il bosse énormément, c'est souvent très physique et il y a pas forcément de temps pour, échanger avec, autre chose que tes clients ou tes collaborateurs ou ton comptable. Et là, en fait, on est dans un système où il manque, en fait, une petite glue, il manque un petit lien social qui parfois peut aussi aider et je pense que parfois ça peut aussi aider à trouver l'équilibre au niveau du surinvestissement parce que comme on dit, il y a des signaux. Je pense que les signaux physiques, par exemple, et même certains signaux mentaux, ils peuvent être très vite vus par des collègues bienveillants. Et quand tu as un collègue qui te dit: «Bah, là, je sens que ça va plus», moi, c'est ce qui s'est passé, hein, qu'ils m'ont dit: «Là, ça va plus». En fait, tu te dis: «Bon, peut-être qu'il est temps aussi que je regarde un petit peu de mon côté et que j'analyse, en fait. OK, il y a ce que la personne voit, ce que je renvoie, moi, comment je me sens». Ben, en fait, si tout s'aligne, tu dis: «OK, bon, bah, là, il faut faire quelque chose». Et je pense que parfois, en fait, avoir des collègues de travail, ça peut être un bon garde-fou. Oui, non, mais complètement, mais comme quoi, hein, ce n'est jamais si simple parce que en plus, la ligne et la frontière entre être investi et C'est ça. surinvesti peut être
Mmh. très, 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 très fine et ça peut partir souvent alors il y a évidemment des systèmes pervers comme ce que tu disais, non? Tout le jeu politique et le fait de bien se faire bien voir et cetera et je reste faire du je pense que c'est du FaceTime comme Ah, tu je disais? savais pas. Ah mais Ouais, ouais. à bonne Ah, époque, il c'est me semble que rigolo. c'était ça. Ouais, où voilà, c'est le jeu, donc c'est celui qui travaille qui soi-disant travaille le plus, qui va se faire récompenser par la promotion et cetera. Heu, il y a évidemment toutes ces petites pressions sociales qui peuvent, non, influencer. Il peut y avoir des ambiances Mmh. toxiques au travail, où justement ces gens, détournent tous ces jeux de pouvoir pour exploiter des personnes qui sont très investies dans une mission, qui sont très investis dans leur travail, qui à la base en fait veulent faire un travail. Et j'imagine que dans le milieu hospitalier, il y a beaucoup de cas Bah, bien de sûr. ça, Mmh. qui sont tellement convaincus par la cause que du coup on va utiliser l'émotionnel pour qu'ils soient vampirisés. Enfin, leur énergie est complètement, ouais, utilisée, surexploitée pour qu'ils soient tout le temps au Mmh. boulot, tout le temps au travail. Je pense que ça aussi dans le milieu associatif, je le vois souvent en fait, les causes parfois sont tellement grandes, il y a tellement de désespoir. Des fois tu te dis mais c'est pas qu'on est en train de sauver des vies parce que c'est pas aussi tangible que pour le milieu hospitalier, mais des fois tu te dis c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui Oui. meurent ou qui soient dans des conditions terribles. Donc, par la cause, il y a sûrement des gens qui se surinvestissent pour une grande cause et c'est très noble. Mais justement, et je pense que ça, c'est aussi, on va peut-être commencer à Mmh. partir on va essayer de rentrer dans la troisième partie. Le fait de te surinvestir au travail surtout, et je pense que c'est la plupart des gens qui nous écoutent, quand on veut faire du bien aux autres, ça ne va pas marcher à long terme parce qu'une personne qui va être en burn-out, une personne épuisée, une personne fatiguée, une personne qui n'est pas en bonne santé, à la fin, va être ça, va être cramée et ne pourra plus travailler pour cette cause si chère pour laquelle ils se sont peut-être investis dans un premier temps. Et donc, ces petits signaux dont tu parlais, si on a assez de chance pour avoir justement des collègues bienveillants et peut-être que les gens qui nous écoutent sont justement ces collègues qui ont cette capacité, peut-être cette énergie aussi, parce que ça demande de l'énergie, de regarder ailleurs et de dire, ah ben voilà, là peut-être il faut faire quelque chose avec ce collègue, mais aussi d'écouter ses propres signaux et de se dire, ok, là je commence à être un petit peu fatigué, un petit peu distrait, je commence à tout Ouais. noter, parce que alors qu'avant je ne le faisais pas. Je commence à mal dormir, alors qu'avant je ne le faisais pas. Je commence à boire un petit peu plus peut-être, enfin, il y a des signaux en fait, faut voir là dans les habitudes, dans les trucs très subtils, qu'est-ce qui change? Et c'est ça où peut-être on commence à voir la ligne. Et il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure que je trouve, ça serait intéressant de se poser la question. Dans la fonction publique, tu as des devoirs et tu as des droits. Et très souvent, dans d'autres milieux peut-être, on met l'accent beaucoup sur les devoirs, tes performances, tes KPIs, tes objectifs, etc. Mais quels sont mes droits? Mais souvent, en fait, ça, c'était la discussion qu'on avait avec, Roland, tu sais, qui lui a bossé pas mal dans le corporate et maintenant est prof de yoga et aussi accompagne les personnes qui veulent, par exemple, se réorienter et cetera. Et en fait, moi, j'avais trouvé ça assez perturbant. C'est-à-dire que, par exemple, on a le droit, tout le monde, hein, tout salarié public ou privé, de faire appel à un service de santé au travail. Tu vois? Quand ça va, en tout cas en France. Sauf que, très souvent, en fait, tu peux faire appel, mais déjà tous ne le font pas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui déclarent avoir des problèmes, enfin, qui déclarent justement commencer à avoir les signaux que tu as indiqués et d'autres, hein, parfois ça peut être une perte d'appétit, des gens qui maigrissent, des gens qui sont tout le temps fatigués, au contraire des gens qui grossissent, des gens, enfin, tu vois, il y a Ou des les insomnies? insomnies. Dès que ton sommeil est perturbé, de toute façon, très souvent, il y a quelque chose dessous. Bah, en fait, dans toutes ces personnes, tu en as que 50 d'entre elles qui vont faire appel à ce service de santé au travail. Parfois, ils savent pas, en fait. Tout simplement, c'est-à-dire que, tu vois, c'est un droit, sauf qu'en fait, ils savent pas comment le joindre ou alors ils savent pas que ça existe ou alors, enfin, donc il y a tout ça qui pose problème et
dans ces 50, il y en a que 20 qui vont, vraiment entamer des démarches et dans ces 20 je crois qu'il y a tu en as 9 qui finalement réussissent vraiment à avoir, un suivi donc en fait, c'est vraiment un entonnoir et moi j'avais essayé de faire appel, mais après c'est normal, c'est je pense que c'est compliqué, à une psychologue du travail et cetera. Bah, alors j'ai peut-être pas eu les bonnes coordonnées ou quoi, mais j'ai pas réussi. Mais je pense que, elle devait crouler sous les demandes et une demande de plus, en fait, c'est juste pas traitable. Et du coup, j'ai vu une une psy, moi sur mon temps libre, on va dire et elle m'a donné une analogie que je trouve géniale et que j'ai vraiment envie de partager avec vous et c'est exactement en lien avec ce que tu as dit sur bah, OK, bah, en fait, aider les gens, c'est bien, mais si toi, tu es pas bien, bah, ça va servir à rien. C'est l'analogie, mais peut-être que tu connais des masques dans l'avion, tu vois? Bon, je la raconte quand même. Bah oui, non, mais très importante, je l'adore. En fait, si, vous êtes dans l'avion et que tu es accompagné d'un petit bébé qui a 3 ans et que, mon Dieu, c'est la catastrophe, il y a les turbulences, il y a les masques à oxygène qui tombent. En fait, il faut pas d'abord que tu mettes le masque au bébé, alors que en fait, instinctivement, moi, je sais que quand elle m'a dit ça, je dis: «Bah, je pense que» parce que j'avais entendu les hôtesses le dire: «Je pense qu'il faut que ce soit nous», mais moi, franchement, j'aurais trop peur. Enfin, instinctivement, ah, tu le fais. Sauf qu'en fait, si tu fais ça, le bébé de moins de 3 ans, bah, en fait, il a pas la capacité à gérer tout seul le masque et donc il y a très forte chance qu'il fasse: «Qu'est-ce qui se passe?» et en fait, c'est toi, il faut d'abord que tu mettes toi le masque et ensuite que tu mettes le masque au bébé et en fait, c'est je sais pas si c'est contre-intuitif, mais en tout cas, c'est une image qui marque suffisamment pour se dire que oui, en effet, tu peux pas aider les autres si toi, tu es pas bien. Sauf que parfois, dans le milieu du travail, c'est difficile d'arriver à justement savoir vers qui se tourner pour aller mieux, quoi. Alors, on pourrait faire tout un épisode, je pense, des jeux de politique, parce que c'est au final, Mmh. on est en train de même le travail n'échappe pas à la nature humaine, où il y a des jeux de pouvoir, où il y a des réseaux qui se forment, ou comme à l'école, enfin voilà. C'est dès qu'on a un groupe de personnes, il y a forcément un espèce d'ordre qui va commencer à Mmh. s'établir et ça, c'est super intéressant, mais c'est vrai que avoir et c'est pour ça que je disais l'entourage et joue énormément sur le bien-être au travail parce que, et c'est quelque chose que j'ai entendu souvent quand les gens quittent un poste, c'est pas pour le poste, c'est qu'ils quittent leur boss. Ils quittent leur chef, ils quittent leur M+1 ou ils quittent leurs collègues parce que c'est ça aussi qui va pouvoir faire la différence entre une personne qui va être, en Mmh. burn-out ou pas, des fois. Juste les personnes donc effectivement, si vous avez de la chance d'être bien entouré ou d'avoir ne serait-ce qu'un allié, hem, oui, qu'un allié au travail, bah, comment dire? Ouais, nourrissez cette relation. Voilà. Non, mais c'est très juste ce que tu dis. C'est très, très juste et après c'est enfin, ce que tu dis, en fait, c'est hyper important et je pense que c'est un peu «le message» entre guillemets, c'est-à-dire que, parfois, en fait, la situation est trop complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à une machine et moi, je sais que j'ai adoré, cette année, à l'hôpital pour tout ce qu'elle m'a apporté, au niveau intellectuel, au niveau rencontres humaines, au niveau, que ce soit avec les patients, avec, les collègues, avec tous les professionnels de santé. C'était extrêmement riche, extrêmement intense aussi, mais je sais aussi que le système est tel et j'ai aussi une telle façon de me comporter qui fait qu'à un moment, bah, on c'est un pervers narcissique, quoi. Ouais, c'est une relation toxique. Enfin, voilà, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, le match est pas bon. Tu vois? C'est Tinder, le match est juste pas bon. Oui, non, complètement et il faut dire aussi que ça existe Mmh. souvent, hein et beaucoup et dans les positions des fois de pouvoir, enfin, on rencontre ce type de personnalité et c'est là où la pratique de yoga est pour moi très utile dans le monde réel, dans la vie réelle, dans la vie en société, parce qu'elle nous aide d'une part à pratiquer, à cultiver le discernement
ce qui est parfois Ouais, très difficile à voir dans le milieu du travail. Ça nous permet justement de voir, la patience, nourrir une relation au travail, savoir justement quel est ce petit jeu. Ça demande du temps des fois. Créer des relations de confiance, des fois, il y a que le temps. c'est ça. Il y a que le temps qui va dévoiler, justement la nature de certaines dynamiques, c'est même pas les personnes parce que au fond, bah, voilà, moi je suis convaincue que tout on est tous, des bonnes êtres, sauf qu'on est dans des Mmh, mécanismes des fois inconscients ou conscients, hein, par nos expériences de vie. Mais il y a un test qui est, voilà, le test, peut-être royal, qui est le temps. Et pour ça, bah, il va falloir être patient et la patience, en tout cas pour moi, bah, ça se travaille, ça se cultive et ouais et de l'autre côté, je pense que comme tu disais pour revenir à cette, analogie du masque à oxygène, il faut qu'on soit nourri intérieurement et ça, la pratique du yoga, mais d'autres types de exercices, pratiques et cetera peuvent nous aider, nourrir notre vie intérieure. Parce que la vie en famille, et la vie avec les amis et tout, ça peut être aussi rempli d'obligations sociales qui finalement peuvent très bien et très souvent nous nourrir, mais des fois nous enlèvent de l'énergie. Donc nourrir aussi sa vie personnelle, quand on parle de vie perso, c'est pas uniquement la famille, mais aussi sa vie intérieure. Ça peut aussi nous aider à mieux naviguer justement toute cette partie pour ne pas aller dans un surinvestissement qui serait pas sain, quoi. totalement et moi, c'est vrai que là, la grossesse m'a apporté en fait, c'est comme si j'étais revenue, mais ce qui est normal aussi, à mes débuts en yoga. Parce qu'en fait, c'est plus le même corps et surtout je le pas enfin, le corps, il est partagé. Genre on est 2 dans ce corps et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, je suis revenue à, l'origin story du yoga, c'est-à-dire, beh, en fait, juste comprendre, comprendre tes ressentis, les écouter. C'est pas toujours facile de savoir répondre. Ça, pour moi, c'est une autre, comment dire? Une autre paire de manches et parfois tu as besoin d'aide, tu vois? Pour arriver à agir en fonction de tes ressentis. Mais sur la partie apprendre à comprendre tes ressentis, en fait, il y a personne, en fait. En fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais quand même, le yoga, c'est hyper utile pour ça et tu peux voir tous les thérapeutes de la terre, si en fait, tu es pas capable d'identifier tes ressentis, c'est pas que ça servira à rien, mais c'est qu'il manquera peut-être une partie et comme si tu es pas capable d'y répondre, bah, parfois il vaut mieux que tu sois accompagné parce que sinon tu vas jamais réussir à avancer et c'est vrai que le yoga pour cet espace, comme tu dis, où tu cultives la patience, mais tu cultives aussi l'écoute interne. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce qu'en effet, il y a la pratique posturale où tu vas être aussi en lien avec ton corps et tu vas peut-être te rendre compte parfois que le mal de dos que tu as en fin de journée, bah, peut-être qu'il est pas dû que finalement à ta position. Peut-être qu'il est dû à plein d'autres choses et que si tu médites, si tu fais de la respiration, tu vas aussi être en proie à tout tous ces pensées qui vont venir et tu vas te dire: «Mais si, il y a un truc qui va pas, il y a un truc que j'avais pas identifié». Et en fait, je trouve que c'est là où le yoga, c'est pas la solution du tout, mais enfin, c'est pas, comme rien, en fait. Il y a aucune là, désolée, on va pas vous donner une pilule miracle ou une solution magique, mais en tout cas, c'est un super bon outil pour justement cultiver, comme tu l'as dit, la patience, la résilience, la compréhension et aussi apprendre à décoder un petit peu ses ressentis et ça, je pense que c'est quand même, hyper essentiel. Oui, c'est ça, c'est finalement, c'est un Mmh, miroir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fois où on va se dire: «Il faut chercher c'est ça. ailleurs, à l'extérieur». Alors moi, dans cette réflexion, tu vois, moi, je m'ennuie, enfin, j'étais tellement ennuyée et tout et je me disais: «Ah là là, je fais pas assez». Je me suis dit: «Beh, ça y est, c'est le temps, il faut avoir un chien» et je voulais un chien et je pense que je t'ai Mais raconté non, cette alors là, histoire. excusez-moi, je tombe des nues. Quoi? What? Ah non! Mais j'ai considéré, je me suis dit: «Beh, ça y est, je vais avoir Mais un tu es chien, pas comme ça je vais allergique? marcher». Non, pas au Ah, pas c'est au au chien, chat. au chien. Au chien,
Ça dépend des chiens, mais voilà. Oui, ça il y a aussi de ça, mais j'étais prête, tu vois? J'étais prête à prendre à être injectée, à suivre des traitements et tout. Je me suis dit: Ah «Mais oui, quand oui, même. le chien, c'est la» à un moment non, mais vraiment, à un moment, je me suis dit: «Le chien, c'est la solution». Alors il faut dire en plus que nous, on veut un Shiba, donc enfin voilà, n'importe quoi. Bref, mais tout ça pour dire que ma réflexion m'a amenée à la solution, ce sera un chien qui pourra me faire marcher, un chien qui voilà, va faire plein de trucs et va faire des merveilles. Alors qu'en vrai, après, tu vois, j'ai eu des discussions avec toi, j'ai parlé avec Stéphane et tout, j'ai repris le tapis que j'avais abandonné, un petit peu et enfin ou beaucoup et en fait, je me suis rendu compte que en fait, je pourrais être mon propre chien. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais besoin, c'était de marcher, c'était me sortir. Enfin voilà, je suis maintenant le Shiba que j'ai pas eu parce qu'au final, j'ai pas eu de Shiba, mais peut-être peut-être après. Mais mais maintenant, tu vois, je marche, je redécouvre, je respire. Des fois, je fais la sieste. Enfin, et en fait, c'est incroyable à quel point aussi nos mécanismes nous poussent vers l'extérieur, alors que le yoga, c'est aussi et quand on vous dit que faire du yoga, c'est parfois, c'est aussi simple que s'allonger, observer, faire un scan corporel et 3 respirations conscientes. Il y a pas voilà, il y a pas plus. Je sais Bah, pas ce que tu en c'est penses. Désolée pour la nouvelle du maintenant, bah, chien, mais écoute, je m'en remets un petit peu. Mais en fait, c'est tout à fait ça et moi, c'est vrai que du coup, la phase, grossesse m'a permis vraiment de comprendre ça. C'est enfin, de revenir à exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que le yoga, en fait, c'est pourtant on l'a dit 15 000 fois, mais je pense qu'il y a toujours quand même, tu sais, cette envie de progresser, mais qui est bonne, enfin qui pour moi est saine, hein, voilà. Mais finalement, là, ça a vraiment été quelque chose de on enlève la performance. Premièrement parce que mon corps ne pouvait pas. Donc voilà, vraiment j'étais, revenue à un moment où mon corps ne pouvait pas. Il y avait pas de performance du tout, du tout, du tout. Juste poser, ressentir, respirer et en fait, juste ça, ben, en fait, ça peut pas tout changer, mais ça peut vraiment amener, la clé à, comme tu dis, en fait, c'est-à-dire arrêter de courir après quelque chose et je pense que ça peut aussi nourrir une chose qui pour moi est importante, c'est d'identifier un petit peu ses piliers de vie. C'est un petit peu ce que tu as expliqué, c'est-à-dire qu'il y a, il y a le travail, mais il y a aussi notre vie personnelle mais dans notre vie personnelle, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, vraiment identifier, pour moi, la famille, c'est quoi? Parce que la famille, pour certains, ça va être les amis. Pour d'autres, ça va être, les parents. Pour d'autres, ça va être, voilà, passer beaucoup de temps avec les grands-parents. Pour d'autres, ça va être les enfants. Enfin, vraiment, tout le monde est différent et donc du coup, chaque famille nécessite d'être «arrosée» entre guillemets, un petit peu différemment. Tu vas pas arroser pareil un cactus que, un hibiscus ou un papyrus, quoi. C'est pas possible. Et donc tu as la famille pour moi, tu as tes loisirs. C'est-à-dire que c'est un petit peu la discussion qu'on avait, mais qu'est-ce qu'on aime faire? Et moi je t'avais dit: «Bah, moi c'est tout simple, mais moi il faut que je sois dans la nature». Enfin, peu importe la journée, peu importe qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il faudra tous les jours que j'aille dans la nature. Finalement pour moi, si j'ai passé un peu de temps dans la nature, même si c'est que 2 minutes, et c'est ça qui est important aussi, c'est que ça m'a rempli. C'est-à-dire que mon pilier à ce niveau-là, hop, ma jauge est pleine. Il y a tes relations et les relations, ça peut être, tes relations parfois, c'est là où ça peut se télescoper un petit peu avec le travail, mais c'est tout à fait OK. Par exemple, tu as des gens qui ont des collègues, c'est leurs amis. Donc en fait, ils vont passer du temps, après le boulot, ils vont aller, pas faire un peu de sport avec eux, boire un verre, passer faire un apéro et c'est hyper important pour eux qu'ils planifient ça et en fait, arriver à avoir un petit peu tous ces piliers et savoir finalement, qu'est-ce qu'on y place? Et bien sûr la santé et la santé physique et mentale et où est-ce que tu la places? Il y a des personnes qui vont tout mettre finalement sur une ligne, il y en a d'autres qui vont plutôt voir quelque chose au centre et après quelque chose en cercle ou quoi, mais peut-être enfin je trouve que ça peut être un exercice qui est intéressant à faire pour finalement se rendre compte un petit peu de comment en fait on pas on équilibre, mais de quoi on a besoin finalement. Et parfois,
C'est-à-dire, on va se dire: «Ouais, non, mais attends, pour moi, ma famille, elle est super importante, ma santé aussi, mes relations aussi, mes loisirs aussi, mon boulot aussi, bah, comment je fais?» Sauf qu'en fait, tous ne déterminent enfin, comment dire? N'ont pas besoin d'autant de temps et ça, du coup, je trouve que c'est hyper important, voilà, d'avoir ce discernement, hein, qui peut aussi être acquis avec le tapis pour finalement se dire: «Bah, peut-être qu'en fait, moi, j'ai besoin de passer, je sais pas, 5 minutes par jour à faire, un jeu que j'adore faire. C'est rien, c'est que 5 minutes, mais pour moi, c'est essentiel». C'est tellement ça et j'adore l'analogie que tu fais avec les plantes parce que c'est ça, enfin et d'abord définir, c'est toujours le même exercice et c'est super intéressant. Définir pour mieux voir, pour que ça soit plus net dans notre tête, définir les besoins comme tu dis et ensuite effacer les frontières. Forcément, on est des êtres complexes, et pas juste limités à des cases et à un moment, on va apprendre justement à créer ce système qui va nous convenir, qui sera un système très unique à chacun de nous, où il y a peut-être notre vie perso qui va nourrir notre vie pro et vice versa. Et c'est ça pour moi le vrai équilibre. Je ne sais pas si j'utiliserais ce mot, mais plutôt parler d'un écosystème en fait, qui serait sustainable, qui serait vraiment soutenable à long terme. On revient encore, hein, sur cette durabilité. Bah, ça aussi, ça s'alimente, ça se travaille. Mais c'est totalement ça et je pense que c'est, important, voilà, d'avoir finalement ce que tu dis, c'est juste, parce que ça nourrit, enfin, finalement, la vie perso et la vie pro peuvent se nourrir, l'une et l'autre. Mais je pense que c'est aussi important et on tu parlais beaucoup de productivité et cetera. Je pense qu'on peut parfois modifier ce mot en mettant plutôt un sentiment d'accomplissement et accomplissement qu'on peut avoir au travail. Tu vois, je m'accomplis, en tout cas, je m'accomplis dans un rôle, dédié et un accomplissement aussi, ça peut être dans sa vie, personnelle. Ça peut être, bah, en fait, bah, si pour nous, c'est hyper important d'être, une bonne, amie, bah, voilà, bah, de pouvoir passer du temps avec, les personnes qu'on aime, de pouvoir leur faire découvrir des choses, des sports, je sais pas, des endroits, des lieux. Bah, en fait, c'est ça, c'est ce sentiment aussi d'accomplissement parce que le problème, c'est que si on a le sentiment d'être utile que dans le milieu pro, en fait, c'est finalement ce déséquilibre en fait, cet écosystème, il va plus être équilibré. Parce que finalement, il y a qu'un endroit où on se sent utile alors que c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein d'autres endroits enfin, je pense que parfois, c'est parce qu'on a beaucoup trop accordé d'importance au travail et d'ailleurs, c'est toujours, très marrant, de enfin, quand on doit se présenter. Très souvent, la deuxième question, c'est: «Oui, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» En fait, c'est ça. Le travail, c'est notre identité et c'est notre raison parfois d'être utile, à la société et cetera. Alors qu'en fait, on peut être, une très bonne, sœur, une très bonne fille, une très bonne, maman, une très en fait, il y a plein d'autres rôles qu'on peut avoir. On peut être aussi parfois une super sportive et je pense que ça aussi c'est quelque chose de qui peut nécessiter beaucoup d'accomplissement et que ça n'a rien à voir avec notre métier. Mais pour autant les 2 existent et c'est bien de pouvoir aussi les nourrir l'un et l'autre. Oui, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on a vu dans les JO. Il y avait plein de sportifs qui avaient, qui sont étudiants à l'université, qui font des études, de dingue et c'est ça, en fait et à nouveau, le yoga, c'est la, pensons au yoga sutra de Patanjali, la fausse identification avec le soi, c'est justement cette capacité à enlever tout cet exercice d'enlever les petites étiquettes qui nous collent, qui ne sont pas mauvaises encore une fois, et là on pourrait faire une interprétation plus moderne, mais c'est ça, c'est justement explorer les différentes facettes et qui s'alimentent, qui parlent entre elles pour faire de nous, j'adore ce mot que tu as utilisé, peut-être que faire de nous un être humain accompli. J'adore ça, j'adore ça. Et s'inscrire aussi dans un monde qui change, dans une vie qui change. Et je citerai ma dernière source qui est TikTok. Et je l'accepte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, je l'ai lu, je l'ai vu dans un article. Non, non, c'était TikTok. C'était une J'assume conférence complètement. de philosophie, du 5e Complètement. siècle.
Alors non, c'était un TikTok, mais un TikTok que j'ai trouvé très beau parce qu'il disait: «Il faut aussi peut-être penser à il faut prendre exemple de la nature. La nature ne produit pas tout le temps, en permanence, toute l'année, des fruits et légumes ou des fleurs. En fait, il y a des étapes et tout ça, ça peut être, vu dans une journée, ça peut être vu à une échelle un petit peu plus grande, du temps, mais aussi de ces différentes facettes. Il y aura, il faut que ça soit vraiment très très équilibré comme tu dis, entre l'utilité consciente ou l'accomplissement conscient, mais il y aura des moments ou des facettes de nos vies pour produire, il y aura des moments ou des facettes de nos vies où on va explorer plutôt le repos, enfin différentes choses et il y aura des moments où, bah, même au sein de cette même facette, on ne sera pas tout le temps en flux tendu. Et c'est OK et c'est bien. Même dans le yoga, enfin, quand tu vois une séance de yoga, il y a un moment pour échauffer, il y a un moment pour préparer le corps, si on pratique par exemple dynamique, il y a des moments où on produit dans un certain sens des postures et on fait, et cetera. Mais il y a souvent aussi un retour au calme qui est extrêmement précieux, où on accueille. Et ça, c'est peut-être quelque chose à garder en tête pour votre prochaine pratique, surtout à la rentrée, enfin surtout à des moments clés, le nouvel an, et cetera, où on veut être comme ça, mais ok, est-ce que ça correspond bien à nos propres cycles aussi, enfin, même d'un point de vue. J'ai vu un autre TikTok, dernier TikTok, j'en parlerai, mais d'un gars qui disait qu'une fille, il avait invité une fille à dîner et la fille lui a dit: «Non, non, je suis dans ma phase, lutéale, invite-moi s'il te plaît dans ma phase folliculaire» et le gars, il était là: «Mais je comprends pas, c'est quoi? C'est un signe astrologique ou quoi?» Il avait rien compris, mais comme quoi c'est important aussi de prendre en compte même nos cycles naturels. Bah, c'est super important, je trouve surtout en tant que femme, on est très cyclique. Après, c'est vrai que je crois que c'est important d'avoir aussi l'équilibre, tu vois? De Moi, je trouve que c'est bien d'agir en fonction de ses ressentis, mais après, il y a aussi, comment dire? Tu peux pas non plus faire tourner le monde, en fonction enfin, tu vois, c'est ça qui est mais je trouve que c'est ça aussi qui est difficile et ça, ce serait un autre voilà, vu l'heure, ce serait un autre sujet. Mais c'est vrai que finalement, il y a tes ressentis, mais il y a aussi, bah et ça, tu en avais souvent parlé, les devoirs envers la société finalement. Toi, ton implication dans la société et parfois je pense que, pas se faire violence, mais se dire: «Bon, bah, là, je» aussi analyser, est-ce que je suis capable de prendre un peu sur moi, par exemple? Et parfois ça peut être une bonne question et ça peut être, je pense, un des derniers signaux et c'est dire que si vraiment le premier la première intuition c'est: «Non, là, vraiment, j'en peux plus», c'est que c'est OK, quoi et je pense que c'est vraiment super, super important et c'est vrai que ça m'a fait penser, tu parlais des JO, Gabrielle Thomas, l'athlète, américaine qui est Miss Harvard, qui a été diplômée d'Harvard en santé publique et tout, non, mais qui fait vraiment des études, de fou, hein, en lien avec la santé, santé publique et qui est super forte, qui en plus de ça est super jolie, qui en plus de ça a un mec, elle est trop mignonne, va à tous les meetings avec sa maman et tout et tu te dis: «Bah, ouais, ça va, elle a réussi» enfin, de l'extérieur en tout cas, tu te dis: «Bah, il y a pas mal d'accomplissements» mais je pense que elle aime ce qu'elle fait, en fait et peut-être que c'est ça aussi la clé, c'est-à-dire que quand on aime ce qu'on fait et quand on arrive à être bien entouré et là, le fait, par exemple, je trouve que d'aller aux meetings ou aux JO quoi avec la les personnes qui nous sont le plus chères, bah, je trouve que c'est fantastique parce qu'à la fois, en fait, on arrive à lier, pour moi, les 2. On arrive à lier le côté, bah, pro parce que, bah, c'est entre guillemets «une partie de son métier» aussi et la famille, en tout cas les relations qui te sont importantes et c'est très rare, en fait, les personnes qui arrivent à avoir ça et je trouve que quand on a la possibilité, bah, je trouve ça assez fantastique parce que je me dis, bah, on peut-être qu'on perd moins de choses, peut-être qu'on a moins l'impression de regretter et c'est vrai que je trouve que le plus triste et moi, c'est là où j'ai beaucoup été en contact avec des personnes comme ça qui me disent: «Bah, en fait, j'ai bossé énormément toute ma vie, mais j'ai pas vu ma famille, j'ai pas vu mes enfants grandir, donc maintenant j'ai plus de relation avec eux». Enfin, c'est franchement, c'est des histoires qui tirent les larmes et en même temps,
c'est terrible parce qu'il y a plus rien à faire. En fait, il y a plus rien à faire. On peut essayer de réapprendre à se connaître et cetera, mais le temps perdu a été perdu. Peut-être qu'à un moment ça faisait sens, mais quand on se rend compte que finalement on a des regrets passés un moment, c'est là où on se dit, et c'est là aussi, il y avait une question qui est pas mal, c'est quand on est face à un choix, se dire: «Qu'est-ce que je regretterais?» C'est-à-dire, je sais pas, on a le choix entre, partir parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu, tel ami, et que là, ce soir, il était dispo pour, je sais pas, prendre un thé et rester, 2 heures de plus au travail parce qu'on se dit: «Non mais là, il faut que je finisse parce que sinon ce sera pas fait ou quoi». Mais qu'est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais vraiment regretter de pas avoir passé ces 2 heures au travail parce que ce que je fais là, bah, je sais pas, je suis à 2 doigts de découvrir, pas le remède contre le cancer, enfin un truc de fou. Ou est-ce que finalement, bah, je vais pas regretter de pas voir, mon ami parce que, bah, peut-être qu'on va pas avoir trop d'occasions de se revoir par la suite? Et je pense que ça, c'est pas vrai assez difficile, mais moi, c'est maintenant quelque chose une question que j'essaie de me poser et très souvent, enfin très souvent, souvent c'est relativement simple. Il y a parfois des fois où c'est compliqué, mais parfois c'est très, très simple d'y répondre. Et la réponse ne sera toujours Ah pas mais la même et c'est pour ça que totalement. c'est important de la Ah reposer oui, en dès permanence. qu'il y a des J'adore choix, cette en fait, dès qu'on est face à un choix et en fait se dire: «OK, là, est-ce que je choisis de faire ça ou de pré» et en fait, à chaque fois, on se rend compte que c'est différent et parce que chaque moment est différent. quelle belle discussion, franchement, ça je l'ai savourée. On Et c'était poétique. s'auto-congratule, vous voyez, maintenant, c'est la nouveauté. Non, mais tu sais, dans le sens où déjà je vois le temps passer et je me dis: «Oh purée, c'est» je pensais que ça faisait pas si longtemps qu'on parlait donc désolée, désolée, mais non, mais pour te dire que j'ai vraiment, je sais pas, j'aime bien t'écouter parler, j'aime bien parler avec Mais toi. moi aussi, j'aime bien t'écouter parler. Faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Mais ouais, mais en tout cas, bah, je pense que là, on a fait le tour. Après, je pense que c'est des sujets où on pourrait discuter, disserter encore très longtemps. Mais pour nous, c'était plus aussi une histoire de partager des réflexions et de pousser un petit peu à la réflexion. Enfin de voilà, d'avoir, vos retours comme toujours, on serait ravis, de les lire. Merci beaucoup Laura pour le temps alloué. Ben non, merci à toi, merci à vous si vous êtes, en train d'écouter ou de nous regarder, franchement si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci beaucoup. Quand je parlais de cette bonne discussion, c'est vraiment ça, hein, c'est c'est que le temps est passé trop, trop vite, pas du tout pour me congratuler, mais parce que je sais pas, j'aime bien cet espace, où j'aime presque l'impression qu'on est avec Mmh. vous, enfin voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai et c'est ça qui est aussi intéressant et c'est ça aussi qui fait que c'est facile d'échanger. C'est-à-dire qu'on échange avec vous comme on peut échanger, entre nous. Exactement, tout en sachant qu'on n'a pas du tout la réponse, Bah hein. non. Encore une fois, on n'est pas l'autorité, Mais hein. c'est ça qui est bien. Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant de partager parfois des réflexions, des expériences, nos ratés. Tu vois, je trouve que ça, par exemple, enfin, ça permet aussi de se rendre compte que, bah, ouais, on n'est pas tout seul et puis des clés aussi qui peuvent nous aider ou qui enfin, toi, par exemple, le fait que tu aies repris la marche, enfin, je trouve que ça peut être super, facile, en fait, à mettre en place et on se rend pas compte des bienfaits que ça peut apporter. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a parfois des choses toutes simples et parfois c'est juste des discussions comme ça qui peuvent amener un déclic et qui peuvent dire, «OK, bah, pourquoi pas essayer?» Mmh. Exactement. Bah, Ben, merci beaucoup merci à à toi Isa toi pour l'invitation. Lolita, merci à vous comme d'habitude pour votre présence. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à nous les partager et si vous avez une autre idée, de sujet, vous savez qu'avec Laura, on a souvent des petites idées, mais si vous avez un sujet, en particulier ou un point que vous aimeriez qu'on aborde, bah, je pense qu'on sera ravis de se retrouver pour, en discuter. Complètement. Même une session questions-réponses si vous voulez C'est nous vrai, si vous avez plein de questions sur nous, pourquoi c'est pas? vrai. On pourrait faire ça. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt. Merci Laura et à très vite. À bientôt.